Bienvenue sur Les Théâtreux, le podcast qui met en lumière celles et ceux qui font vivre le théâtre. Je suis Cédric Hérault, auteur-metteur en scène depuis 2008 et passionné par tout ce qui se passe sur scène et en coulisses. Comédien, auteur, metteur en scène, mais aussi directeur de théâtre, régisseur, décorateur, maquilleur, costumier, toute la troupe a sa place derrière mon micro. À chaque épisode, partez à la rencontre de ces passionnés qui donnent vie au 6e art. Alors détendez-vous et laissez vos oreilles profiter du spectacle. Mon invité du jour est un comédien qui a sans doute vu le jour avec un masque de théâtre greffé sur le visage. Acteur, producteur et diffuseur, il fait briller la scène avec autant d'aisance qu'un magicien fait surgir un lapin de son chapeau. On l'a notamment vu dans Le silence des voix, qui se sont tues, et Un mari idéal, ses premières véritables créations. Il a également coproduit et diffusé Voyage avec un âne. Entre deux spectacles, il met en avant de nouveaux talents, parce que, quitte à être partout, autant le faire à fond. Bienvenue à Christophe Paris. Salut Christophe. Salut Cédric, merci de me recevoir. Merci à toi, merci d'avoir répondu présent à cette invitation. C'est avec joie. Ouais, on signe avec toi le 9e épisode des Théâtreux. Donc vraiment, je suis ravi que cette aventure continue, en tout cas avec les auditeurs et auditoristes qui nous suivent. Je suis encore là pour les remercier chaleureusement avec les nombreux messages que vous m'envoyez en privé. Et n'hésitez pas d'ailleurs à continuer de m'écrire, ça me fait toujours plaisir. On ne se connaît pas. Absolument pas. C'est vrai, on le jure, hein, ce n'est pas mon frère ou un cousin éloigné. Non, on ne se connaît pas, mais effectivement, la joie des réseaux sociaux a fait qu'on croise nos chemins. On a des amis en commun peut-être, ou des gens du théâtre en commun, peut-être on peut dire ça comme ça. Ouais. Voilà, qui se reconnaîtront peut-être si on parle d'eux dans cet épisode, on verra. Ça sera la surprise. Posons le décor, puisque du coup, comme toute pièce qui doit démarrer, du coup, on pose le décor. Comme à notre habitude, on est tranquillement installé chez moi, dans mon appartement. Je dis notre, parce que finalement, je ne vis pas tout seul, mais j'ai l'habitude de dire nous, donc désolé. Donc, dans mon appartement, je vais tranquillement installé, et on va démarrer tranquillement cet épisode. Donc, du coup, comme je vous le disais, ce 9e épisode des Théâtreux. Comme tout commencement, on va démarrer par ta formation. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle est ta formation d'origine? Donc tu as commencé, on le rappelle, en tant que comédien, ta carrière, ou pas? Deux comédiens. Et après, tu vas pouvoir nous parler un peu de tes différentes formations selon tes différentes casquettes. Ouais. Voilà. Je t'en prie, à toi. Eh ben écoute, moi j'ai plusieurs formations. J'ai commencé le théâtre il y a 5 ans seulement. Ah oui. Avant ça, j'ai travaillé dans des grands groupes, à La Défense, dans Paris, à Issy-les-Moulineaux, pas très loin également. J'avais une vie totalement différente. J'étais acheteur informatique et énergie pour des grands groupes. En effet. Effectivement. Donc ça n'a absolument aucun rapport avec le théâtre, même si le petit lien entre les deux, entre la comédie et le métier d'acheteur, c'est que le métier d'acheteur, c'est de la négociation. Et la négociation, c'est une forme de théâtre. C'est une pièce de théâtre dans le monde de l'entreprise où en fait, vous mettez 1, 2, 3, 4 personnes dans la même pièce et c'est à celui qui sera le plus fort dans la négo, le plus convaincant, qui gagnera finalement, quoi. Mais oui, tellement. Voilà. Donc c'est vraiment deux mondes totalement opposés et en fait j'ai quitté ce monde-là, ce monde de l'entreprise, je vais dire institutionnelle, il y a 5 ans. Et j'ai quitté pour me former à l'école de théâtre Le Foyer, en formation professionnelle, qui à l'époque était au Théâtre Trévise et qui a fermé, qui est en reconstruction actuellement, en rénovation. Et en fait, cette école aujourd'hui, c'est divisé en deux écoles. Le Foyer qui existe toujours et l'école Aparté qui est vers Montparnasse encore quelques temps, et qui est gérée par notamment Delphine, qui a été fondée par Delphine Depardieu, Axel Blin et Arnaud Denis,
qui font notamment la une de l'actualité des Molières en ce moment, avec Les Liaisons dangereuses, mise en scène par Arnaud Denis, et pour laquelle Delphine Depardieu est sans doute pressentie pour obtenir un Molière, quoi. En tout cas, elle est dans les talents repérés pour ça. Super. Voilà. Et donc j'ai fait cette formation professionnelle pendant 3 ans. Ouais. J'ai commencé en fait en parallèle de mon job dans les cours du soir au foyer le lundi soir. Et ça a été une vraie révélation. Il y a 2 soirées, je peux les décrire quasiment seconde par seconde en me disant mais waouh, c'est tellement intense ce qu'on peut vivre sur scène. Et donc c'est un peu ça qui m'a fait quitter l'entreprise où j'étais. Et puis j'avais un autre projet de création d'entreprise en parallèle. Et le théâtre a pris le dessus très rapidement. Magnifique. Voilà. C'est parfait ça déjà. Et donc tu as fait combien d'années de formation de théâtre? De théâtre. J'en ai fait 3. 3. Et très rapidement, j'ai eu une chance assez incroyable. J'ai un de mes très bons amis qui m'a mis le pied à l'étrier très rapidement en me proposant quasiment à la fin de ma première année un rôle dans une pièce de théâtre, Voyage avec un âne, qui à l'époque s'appelait Adieu Modestine. D'accord. Enfin dans l'autre sens, c'est Voyage avec un âne qui est devenu Adieu Modestine. C'est ce que je me disais, oui. Et en fait, la pièce c'est une adaptation de Voyage avec un âne dans les Cévennes de Stevenson, le best-seller de Stevenson, qui a écrit L'île au trésor aussi, et puis Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Et en fait, rien que ça, voilà, en toute simplicité. Et il se trouve que à l'époque, ce projet-là, c'était vraiment, on partait avec rien. Jean-Baptiste Debost, qui était à la tête de tout ça, avait vraiment l'idée de tout faire, parce qu'à l'école, enfin au foyer, on nous disait vous allez sortir d'école, vous allez vous retrouver dans la jungle. Donc en fait, montez vos projets. N'attendez pas qu'on vienne vous chercher, ça n'arrive jamais. Ça n'arrive jamais. Donc il a monté son projet, il m'a fait monter à bord avec d'autres personnes. Et on est parti dans une tournée qu'il avait organisée de bric et de broc. C'était assez incroyable. On n'était pas payé, on était payé une date sur 5, et on partait dans les Cévennes pendant 3 semaines, un mois. Et on jouait devant des églises, dans des châteaux, devant des mairies, dans un pré avec des ânes. Enfin, c'était, on est vraiment parti de rien. Et ça nous a énormément appris. Et il se trouve qu'à la fin de cette première tournée, Jean-Baptiste me dit moi je veux pas aller plus loin avec ce projet-là. Est-ce que tu veux le reprendre ou le pousser? Je dis ouais, moi ça m'intéresse. Et donc j'ai repris la prod et la diff de ce projet. Ah, c'est comme ça que tu es devenu producteur et diffuseur. Exactement, ouais. D'accord. Donc j'ai créé mon asso, ma compagnie, et j'ai passé un an. Qui s'appelle la compagnie Harpagon. D'accord. Mais donc ça c'est la première étape. Aujourd'hui j'ai ma société de production. Ah, très bien. Voilà. Et donc la compagnie Harpagon, pendant un an je travaille dessus. Avec l'aide bien sûr de 2 autres personnes que sont Fanette Junio et Jean-Baptiste Debost. Et on a créé une tournée de dingue pour la 2e année, avec je sais plus combien de dates on avait, mais on jouait quasiment tous les jours. Enfin, c'était assez dingue. Effectivement. Et là, on avait vraiment bien organisé les choses, et on a eu des jauges beaucoup plus importantes. On a joué dans des lieux tout aussi sublimes. Et voilà. Et puis à partir de là, il se trouve que j'ai eu d'autres opportunités, d'autres rencontres. C'est un métier où on fait que des rencontres. Ah bah oui, c'est que ça. Et de fil en aiguille, j'ai eu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 projets. Magnifique. Voilà, ouais, c'est assez dingue. C'est génial. Alors on va en revenir un petit peu, on va détailler un petit peu plus ta carrière et puis les différents projets dans lesquels tu as pu travailler. Mais du coup, là, tu as commencé un peu à répondre à une autre question sans le vouloir. Mais effectivement, j'allais te poser la question, est-ce que tu as fait d'autres métiers avant d'être comédien? Donc effectivement, oui. donc là, tu avais une formation tout autre, j'imagine. J'étais... plutôt type commercial ou autre, j'imagine. En fait, j'ai une formation de juriste. D'accord, ok. Donc si on remonte vraiment toute la bobine, initialement j'ai une formation de droit.
J'ai fait 4 ans de droit, du droit privé pour ceux qui connaissent. Et sorti du droit, j'arrivais pas vraiment à me décider de ce que je voulais faire. Et puis j'ai décidé de faire une école de commerce parce que je sentais qu'il y avait des choses à faire là-bas. Et j'étais plus attiré par le commerce. Déjà gamin, je vendais des trucs sur internet, enfin bref, sur le bon coin et tout. Et donc j'étais pas vraiment passionné par le droit à l'époque. Donc il fallait que je sorte de là. J'étais plus passionné par les soirées et les rencontres. Et donc en fait, je me retrouve en école de commerce à Bordeaux, des années de dingue. Je fais des stages vraiment, vraiment top, hyper variés dans les ressources humaines, dans la vente. J'ai été commercial pour de la bière. Et j'étais j'ai fait du marketing, du merchandising. Au final, ça t'a vachement aidé pour, aujourd'hui, maintenant. C'est-à-dire que en tant que producteur et diffuseur, c'est une richesse inouïe. Mais oui, tellement. C'est une richesse inouïe, c'est que c'est une de mes forces aujourd'hui, je pense. C'est qu'aujourd'hui, comme j'ai vraiment vu tout ça de très près dans le monde, dans des très gros groupes. Des contrats, je sais très bien le faire parce que le métier d'acheteur, c'est 70% de contractuel. Oui. On dit souvent, oui, tu négocies les prix. Ouais, non, mais c'est pas le plus long, négocier les prix. Ce qui est le plus long, c'est de négocier le contrat après. C'est le juridique. Et donc, je sais très très bien négocier des contrats. En tout cas, je pense savoir le faire. Dans la limite de mes compétences. Yes. Et les prix, oui, j'ai pris des cours de négociation, donc j'ai des techniques, mais voilà, après le but c'est de faire ça en bonne intelligence. On n'est pas dans des grands groupes, on est dans un milieu qui est beaucoup plus compliqué au niveau financier, et donc il faut faire ça en bonne intelligence avec les interlocuteurs qu'on a en face, que sont les mairies, les théâtres, les festivals, qui plus est dans le contexte actuel où c'est extrêmement compliqué. Donc en fait on n'est pas dans la grande distribution. Bien sûr. Donc on va pas tuer l'objectif, c'est de créer des relations à long terme et de faire en sorte que le théâtre ou le programmateur avec qui tu travailles une fois, ils te disent c'est super, ça a bien fonctionné une fois, j'essaie de le reconduire sur d'autres projets, quoi. Bien sûr. Est-ce que du coup, pour ceux et celles qui nous écoutent, et moi-même d'ailleurs, pour ma curiosité personnelle, du coup, est-ce que tu peux expliquer la différence du coup entre producteur et diffuseur ? Ouais. Moi, j'ai une image que je trouve assez intéressante. Je sais pas si elle parle à tout le monde et qui vient un peu du monde de l'entreprise que j'ai connu un petit peu. Quand on fabrique une voiture, il y a une chaîne de production. Disons que la voiture, c'est la pièce de théâtre. Et dans la chaîne de production, avant de mettre la machine, de fabriquer la voiture, il y a des bureaux d'études, il faut mettre autour d'une table plein de monde pour réfléchir et pour se dire, ok, comment fait-on, quoi. Donc ça va de la logistique à l'artiste, le designer, donc ça peut être le costumier, le scénographe ou autre, qui sont plus ou moins chapeautés par le metteur en scène qui lui dit, moi j'aimerais bien que ça soit organisé comme ça. Le producteur, il est là. Lui, il dit, ok, il rassemble les besoins de tout le monde. Il prend le besoin d'abord du metteur en scène qui dit, moi j'ai une idée, je voudrais mettre en scène cette pièce-là et je voudrais la mettre en scène comme ça. Fine. Moi, je te propose, on va dire Jean, le metteur en scène, et je vais te proposer, j'ai des idées d'artistes pour répondre à ce besoin-là, j'ai des idées de fournisseurs ou de prestataires qui pourraient t'aider sur ça, sur la captation, donc l'idée du prod, ça va être ça, c'est comme un gestionnaire de projet. D'accord. Finalement. C'est pas juste quelqu'un qui met l'argent sur la table. Moi, je le vois pas comme ça aujourd'hui. Je sais qu'il y a des producteurs, ils disent, c'est que du financier. Moi, je pense que c'est pas la bonne option. Ou alors c'est du réseau, beaucoup de réseau. C'est beaucoup de réseau. Ouais. Moi, je pense que le producteur, il est plus large, il a vocation quand même à s'intéresser au projet qui finance. Sinon, ça devient juste un produit financier, c'est pas intéressant. C'est ça, quoi. C'est juste une voiture. C'est juste une voiture, ouais, voilà, c'est ça. Enfin, c'est une voiture sur laquelle il va espérer faire 10, 20, 30% de marge. C'est ça. Moi, aujourd'hui, ma casquette de producteur, je considère que c'est gestionnaire de projet et financier, bien sûr. Donc, effectivement, je mets des billes dans les projets dans lesquels je travaille. Et donc, je m'assure, c'est une sécurité pour moi, de m'assurer que l'argent que je mets, je vais le récupérer parce que je gère la chaîne de production, en fait, finalement. Donc, je sais exactement où part l'argent. Voilà, et que c'est pas à dilapider et pourquoi on met 1000 € dans des costumes
attends, mais voilà, j'ai donné un exemple qui plaira peut-être pas à ma metteuse en scène actuelle, du mari idéal, justement, qui se joue en ce moment, à Paris, là. Mhm. Et en fait, on est vraiment parti de rien, on avait des fonds, une pièce de théâtre, ça coûte facilement 15-30 000 euros. Quoi. Ça peut monter vite. Ouais. Et ça, c'est vraiment des petits projets. Quoi. Ah oui, d'accord. Donc, si tu mets tout et que tu t'assures de payer tes comédiens, les répétitions de tes comédiens, ça coûte très très cher, très rapidement. Ouh. Et donc là, ma metteuse en scène qui me dit, bah tiens, j'ai trouvé des colonnes en marbre. J'ai dit, oui, c'est combien la colonne? C'est 400 € la colonne. J'ai dit, oui, bah t'es gentil, on va trouver... Un truc en polystyrène, ça sera très bien. Et en fait, en cherchant bien, on a trouvé... elle a trouvé, on avait une résidence dans le Berry. Et en fait, elle lui dit, bah j'ai trouvé 4 colonnes, là c'est sur la route, c'est genre 10 balles la colonne en plâtre. Incroyable. Et génial, on a des colonnes qui sont magnifiques, on a plein de personnes qui nous disent aujourd'hui, vos costumes sont trop beaux, quoi. Ah, vos décors sont magnifiques. Donc tu vois, c'est un peu ça, c'est challenger le besoin. Bah, aussi. bien sûr. Dans le même genre, on a le même décor, on a un canapé, on a 2 fauteuils qui sont vraiment trop beaux, qui sont magnifiques. Et pareil, la metteuse en scène me dit, bah ça c'est magnifique. J'ai dit, oui, mais c'est quand même 3 000 €. Ça tombe pas du ciel, 3 000 €. Oui. Et en fait, à force de négocier à deux, ça a duré quand même 6 mois cette affaire. On cherchait, on se dit, bah, attends, il faut qu'on arrive à trouver un truc sur le bon coin, il faut vraiment être à l'affût, quoi. Et il se trouve que à la fin, le vendeur sur le bon coin, il était un peu pressé. Et il nous faisait un peu balader, c'était un peu compliqué, à tel point que moi, au bout d'un moment, on avait quand même fait pas mal baisser les prix, et j'ai dit, bon, on arrête, on perd trop de temps. Et puis un jour, il nous rappelle, il nous dit, je vous les donne. Non, carrément. Donc, il nous a donné les décors qu'on a sur le plateau, on les a eu gracieusement, et c'est... Bon, après, je sais pas pourquoi, ils avaient coupé les pieds du canapé, donc on a bricolé pour le remettre Oui, mais ça, c'est facile. Mais voilà, tu vois, aujourd'hui, on a... c'est superbe, ça fait vachement bien l'effet. Et trop bien. Donc au lieu d'avoir un budget à 10 000 balles, 3 000 € plus 4 colonnes à 400 €, on a dépensé incroyable. 40 balles dans 4 colonnes, quoi. Ben... Voilà. Donc ça, c'est le but du gestionnaire de projet, ouais. de gérer le budget, entre autres, bien et de sûr. s'assurer qu'on reste dans les clous. Parce qu'il y a plein de projets qui en fait explosent parce qu'ils ne contrôlent pas les dépenses. Oui. Donc ça, c'est le producteur. Ça, c'est le producteur. Et le diffuseur, après, le diffuseur, dans la chaîne de prod, une fois que tout est pensé, que tu crées la pièce, du coup, tu fais les résidences, et après, il faut vendre. Oui. Parce qu'une fois que tu as dépensé 30 000 € dans un projet, il faut te dire, bon, comment je fais pour récupérer ces 30 000 €? Exactement, voire plus. En tout cas, moi, je pense qu'il faut réussir à réconcilier cette idée qu'on a, que moi, je perçois un peu dans le théâtre, où l'argent n'est pas l'allié du théâtre. Je pense que l'argent est allié du théâtre, au même titre que l'artiste est l'allié de la pièce de théâtre, en fait. On a besoin de tout ça. Et en fait, si tu veux avoir des producteurs qui, encore plus aujourd'hui dans le contexte où l'État se retire du milieu du théâtre en particulier, tu as besoin de producteurs de fidéliser tes producteurs, donc c'est-à-dire notamment les financiers, et que en fait, il faut que tu leur garantisses quelque part que tu vas tout mettre en œuvre pour faire revenir l'argent qu'ils t'ont prêté. Sauf s'ils te font juste du mécénat. Ouais. Mais c'est très compliqué de fonctionner, d'avoir une industrie qui fonctionne qu'au mécénat. Il faut, pour pérenniser quelque chose, il faut que tu aies un producteur. En tout cas, si tu veux des producteurs qui soient du jus, il faut arriver à il faut être gentil quand même un peu avec eux. Il faut pas oublier que si tu as ton salaire, si tu as ton cachet à la fin de la représentation, c'est un peu grâce à lui quand même. Bah ouais, tellement. Et donc ça, c'est le rôle du diffuseur. Et donc le diffuseur, c'est, pour faire le parallèle avec le monde d'entreprise, c'est le commercial. C'est simplement le commercial. Ouais. Et ça, c'est un autre métier, et c'est un métier très, très, très réverbatif, très pénible. Ah ouais. C'est très long. C'est un temps de dingue. Parce que il faut avoir conscience que en France, il y a 36 000 communes. Donc 36 000 maires, 36 000 adjoints à la culture. Donc il faut pouvoir appeler ces 36 000 communes. Il y a donc 36 000 communes. Il y a quasiment autant de théâtres, on va dire. Ouais. En parallèle. Ouais. Je tire le trait. Hein. Oui, bien tu sûr. prends après les festivals. On n'en parle pas. On est quand même un pays avec énormément de festivals un peu partout, en tout genre. Oui. Et c'est génial.
Et après, tu prends toutes les petites opportunités aussi à droite à gauche que tu peux créer. En fait, une seule personne ne suffit pas à faire tout ça. C'est ce qui justifie aussi que j'entends souvent, ouais, mais c'est trop cher et tout, tu prends trop cher en tant que diffuseur. Je dis, bah, pas de problème. Prends ton téléphone, appelle les 36 000 communes à ma place. Tu m'étonnes. Moi, je vais me trouver un autre travail et ça me pose pas de soucis. Donc, tu vois, c'est un peu compliqué. Parfois, il y a un peu cette retenue de dire, bah ouais, mais c'est hyper cher. Je dis, bah ouais, mais en fait, pendant que toi, tu travailles en tant que, c'est souvent en prise de parole, ou il y a beaucoup de comédiens qui font ça, ou dans d'autres métiers, dans la restauration ou autre. Bah moi, je suis derrière mon ordi et j'ai industrialisé le système et je passe des calls, c'est un peu du langage de l'entreprise ça, mais, non, mais oui, je passe des appels à la chaîne. Je peux passer 40 appels, voire plus en une matinée, en 3 heures, quoi. Ça m'étonne pas. Donc j'enchaîne. Donc tu fais à la fin de la semaine, tu fais 40 x 2 x 7, enfin x 5, bah ça fait du monde. Mais t'as pas encore couvert les 36 000 communes. C'est ça. Donc c'est vraiment un travail de longue haleine. Et en plus, c'est pas parce que t'as un diffuseur, parce que ça je l'ai vécu, que c'est pas parce que tu signes un contrat avec un diffuseur en tant que compagnie, que le diffuseur il va te vendre 25 dates. Eh oui. Mais non, mais le marché il s'est tellement contracté et c'est tellement lent, et puis en fait des personnes pour les programmateurs, c'est une triste réalité. Et c'est pas parce que tu as un succès dans un théâtre que tu vas vendre 36 000 dates. Il y a qu'à voir les chiffres, hein. Tu prends des grosses prods aujourd'hui, elles ont 15-20 dates. Bon, après, tu prends le cercle des poètes disparus ou autres, mais c'est des cas exceptionnels. Oui. Ou Alexis Michalik. Mais le gros des troupes, une prod, il s'en tire avec 10, 20 dates, quoi, 20, 30 dates. Et ça, ils mettent 2-3 ans. Je connais des compagnies, ils ont fait 3 Avignon, ils commencent tout juste à avoir 20-30 dates de tournée, quoi. Ouais, c'est dur. Hein. C'est hyper dur, et c'est hyper dur, et c'est très, très long. T'as des théâtres, je commence à discuter avec eux pour de la programmation pour 2027. Oh, 2027. Voilà. Donc faut vraiment se remettre en perspective ce truc-là quand on crée un projet. Ah, 2027. Ouais. Oh. Ah ouais. Oh, c'est fou. Là, je vends des dates. Ouais, je vends des dates. En plus, avec cette histoire, j'en ai déjà discuté dans le podcast, mais là, pour le coup, ça touche à un truc qui est très concret. C'est que moi, perso, j'ai voulu faire jouer ma pièce. Boum, Covid. Ouais. Les théâtres fermés. Ouais. Toutes les productions gelées. Ouais. Réouverture des théâtres plusieurs mois plus tard. T'as un entonnoir de dingue. Et là, t'as un entonnoir énorme. Tout ce qui devait se jouer il y a plusieurs mois doit se jouer maintenant. Et du coup, tous les projets qui voulaient arriver là sont tous décalés. Et là, du coup, on voit les 2 ans, quoi. Et là, tu rajoutes les municipales. Mais c'est ça. Plus de budget. Tu rajoutes le budget en décembre qu'ils ont gelé pendant 3 mois. Voilà. Nous, on a des conseils municipaux. Ils nous ont dit, on n'avait plus de son, plus d'image. Et on apprend que, en fait, les décisions vont être prises en fin avril. Mais c'est donc, en fait, c'est le métier de commercial, et c'est très compliqué. Il faut j'ai plein de personnes avec qui je signe des contrats, ils veulent signer que pour 1 an, et en fait de plus en plus je leur dis non, mais ça sert à rien de signer pour 1 an. Ouais, non. Moi, ça n'a aucun intérêt pour moi, parce que de toute façon la pièce elle verra pas le jour. Elle verra pas le jour, ou alors si elle est là, je vais vous vendre 2 dates et ça sert à rien, quoi. Et vous allez finir déçus parce que j'aurais vendu que 2 dates. Moi, je préfère signer 3 ans, vous me donnez le temps de vendre, de vous mettre dans mes plaquettes, papier, machin. Et j'essaye de mettre toutes les chances de mon côté pour le vendre le plus possible, les pièces que j'ai. Mais tu les vends uniquement aux villes? Non. 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 D'accord, il y a aussi des théâtres privés. Ouais, mais c'est le même cycle en fait. Ils ont les mêmes temps longs, hein, donc. En fait, t'as tout, t'as des petites mairies des petites mairies, il n'y a jamais de petites mairies, mais chaque mairie a son mode de fonctionnement. T'en as qui fonctionnent de septembre à juin, t'en as d'autres qui fonctionnent de janvier à décembre. C'est toute la richesse d'un diffuseur et d'un bon diffuseur, c'est d'avoir ce fichier qualifié. De savoir quand aller taper qui, quoi. Bah oui. Grosso modo. Tellement. Et voilà, et après, c'est un vrai métier de relationnel. C'est quelqu'un qui est capable de parler avec ces gens-là, d'entretenir des relations, de les rencontrer, un commercial qui va te vendre 6 000 balles une pièce et qui ne vendra rien après, ça n'a rien d'intéressant. Oui, tellement, ouais. Vaut mieux vendre un peu moins cher et jouer plusieurs fois, quoi. Ah, mais bien sûr. Voilà. Donc ça, c'est le métier de commercial, de diffuseur. De diffuseur. Voilà. Et après, grosso modo, pour refaire ce truc de la chaîne de prod, donc t'as vraiment le producteur, t'as le diffuseur, et après t'as le tourneur.
Voilà. Et pour synthétiser. Et en gros, le tourneur, après, c'est lui, une fois que la date est vendue, lui, il se charge d'organiser la représentation. Donc, il va prendre l'hôtel, il va négocier le resto, enfin, pas négocier le resto parce que c'est déjà négocié par le diffuseur, mais il va fixer un programme très précis pour chaque comédien pendant la tournée. Et toi, tu prends le train à telle heure, bim bam boum, t'arrives de Nice, tu vas à Paris, toi, tu de Saint-Malo, tu vas à Paris à telle heure, et tout le monde prend l'avion pour aller à Bordeaux, pour être à Bordeaux le samedi après-midi, quoi. Incroyable. Ça, c'est le tourneur. Donc ça, tu travailles avec des tourneurs, j'imagine. Non, je le fais aussi, de temps en temps. Ouais, ça. C'est pas le gros, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis pas sur des tournées à 70 dates. Ouais. Donc, en fait, les personnes avec qui je travaille, les pièces que je diffuse uniquement, ils le font en interne et ils ont bien raison parce qu'ils économisent 100 €, quoi. Tu m'étonnes. Après, c'est juste que ça te prend du temps et c'est toujours pareil. Il faut, la logistique, ça a toujours été ça prend énormément de temps. Ça prend un temps de dingue. Dans un projet théâtral, c'est énorme. C'est énorme parce qu'il faut t'assurer d'aller chercher les décors, de comment tu loues la voiture, enfin ça prend un temps de dingue. Tout. Ouais, c'est ça. Le moindre détail, le moindre truc. Il y a des comédiens qui disent je vais le faire, pas de problème. Fais-le, mais ça prend un temps de dingue. Oh oui. Donc c'est toute une question de quelle partie tu veux déléguer. C'est ça. On peut tous tout faire, mais après il faut se dire qu'est-ce que je veux faire. Bien sûr. Moi aujourd'hui je fais prod et diff et j'ai bien assez à faire. En plus d'être comédien. En plus d'être comédien. Ce qui est déjà... Ce qui est déjà pas mal. Alors justement, tu m'amènes une perche, donc je la frappe. Et est-ce que du coup, parmi tes 3 casquettes, qu'est-ce que tu aimes le plus ? J'adore les 3. Moi, j'aime beaucoup les 3. Ah ouais ? Ouais. Ouais, j'aime beaucoup les 3 parce que c'est pour ça que je le fais. Mais je sens aujourd'hui que mes capacités arrivent mes capacités opérationnelles, j'ai envie de dire, arrivent un peu à leur limite. Et je suis en train de m'organiser pour justement déléguer, mais en interne, dans ma boîte. Aujourd'hui, jusqu'à il y a 3 semaines, j'avais 4 commerciaux, par exemple, pour moi, qui bossaient pour moi. Je suis en train de tout réorganiser. J'ai une personne qui bosse avec moi sur la commercialisation. Et je suis en train de me réorganiser encore pour le mois de septembre. Mais j'aime beaucoup les 3 parce que, en tant que producteur, le gros des pièces que je produis, c'est des pièces où je joue. Donc j'ai un vrai intérêt à ce que ça joue. Et c'est des pièces que j'aime beaucoup. D'accord. Donc en fait, je maîtrise tout le projet de A à Z. Donc en fait, ça, de fait, le projet, je le connais par cœur. Donc il y a je commence à avoir des productions où je ne joue pas. D'accord. Terre des Hommes, mis en scène par Thierry Harcourt d'Antoine de Saint-Exupéry, qui se joue à la Flèche et qui sera à Avignon cet été, au 3S. À 11h35. C'est très précis. C'est l'instant placement de produit. On en parlera plus tard, mais oui, effectivement, t'as bien raison. Celui-ci, je fais que le produire et le diffuser. D'accord. Et c'est une vraie joie de le faire parce que, en fait, je me rends compte que ça m'ouvre des portes aussi. Ça me fait rencontrer d'autres choses, ça me fait rencontrer d'autres metteurs en scène, d'autres équipes, d'autres artistes. Et où je serais pas forcément allé avec mes projets. Et en plus, Thierry et Pierre Deveau, le comédien, sont vraiment géniaux. Et l'artiste Tasio Caputo qui a fait des musiques de dingue. Donc c'est super. Donc moi, après, tu vois, j'ai connu le musicien que j'ai connu pour Terre des Hommes, je le reprends sur ma pièce dont on fait la générale la semaine prochaine. Ah ouais, c'est génial. Donc tu vois, c'est un peu comme toi quand tu me disais que grâce à tes podcasts, tu rencontres du monde, tu te dis tiens, je l'aurais jamais rencontré comme ça. Totalement, bien sûr. Donc j'aime bien les 3, la diffusion, je trouve ça génial parce qu'en fait, je pense que tout comédien devrait, enfin pas tous, mais c'est bien d'y toucher pour se rendre compte des réalités terrain en fait. Parce que c'est bien de monter enfin en tout cas c'est ma vision, hein. C'est bien de vouloir monter des projets, mais monter des projets pour qui ne voient le jour qu'une seule fois, moi je trouve que ça m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas. Moi mes projets, je veux qu'ils arrivent à durer dans le temps, que les gens avec qui je bosse soient vraiment hyper contents de bosser. Donc je fais tout pour qu'ils soient payés au maximum, quoi. On sait tous que c'est très compliqué de payer les comédiens. Tu vois, là on fait 14 dates du mari idéal, tout le monde est payé, donc c'est une vraie réussite, quoi. Donc c'est top, quoi. Mais et en fait ça te permet aussi de sentir les besoins des programmateurs. Bien sûr. Quelque part.
C'est là que je dis qu'il faut arriver à réconcilier ce côté, j'ai envie de dire, business et artistique. Parce que si tu peux pas faire que de l'artistique élitiste ou qui ne répond pas à un besoin, au bout d'un moment, ça marchera pas, quoi. Enfin, si tu veux qu'un producteur puisse, à un moment donné, se permettre de faire un écart en disant, ok, celui-ci, ton projet-là, j'y crois, je vois pas trop comment je vais le vendre, mais je crois profondément et on va essayer. Il faut que derrière ce producteur, il puisse avoir, j'allais dire, des vaches à lait quelque part, mais qu'il puisse gagner de l'argent par ailleurs. Bien sûr. Super. Et comédien, pour répondre à la comédien, du coup, voilà. Et comédien, j'adore, c'est trop bien. C'est la troisième casquette. Ouais, ça fait écho à ce que je te disais au début sur le foyer, où je peux te décrire seconde par seconde les premières fois où je me suis dit, ouais, c'est hyper puissant le théâtre. Là, je suis ravi de jouer le mari idéal d'Oscar Wilde qu'on joue en ce moment, ou le lendemain d'aller jouer Le silence des voix qui se sont tues, où j'interprète De Gaulle, Eisenhower, un parachutiste et un résistant dans effectivement, c'est incroyable. Tu vois, super éclectique, quoi. Ah ouais, effectivement. Et la semaine prochaine, la générale, je joue un nazi et un déporté, quoi. Ah ouais. Donc c'est des personnages incroyables. J'apprends des tonnes de choses en plus, parce que là c'est du théâtre historique, les deux dernières dont je viens de parler, donc c'est passionnant. En plus c'est 2 années, l'année dernière et cette année, c'est 2 années anniversaire avec les 80 ans du débarquement, 80 ans de la libération des camps, donc t'as toute une actualité. Et c'est incroyable, tu vois. La semaine prochaine, notre général, on a truc que j'aurais jamais imaginé, on a Esther Sono qui vient voir notre général. Esther Sono, c'est une femme de 98 ans qui a traversé 5 camps de concentration à l'âge de 15 ans, quoi. Et donc c'est inouï de faire ce genre de rencontre-là. Wow. Incroyable. Et donc c'est pour ça que j'adore ce métier de comédien aussi, c'est que ça fait... Et puis de partager des émotions de dingue sur le plateau aussi. Tellement. Ouais. C'est beau de comment t'en parles. On sent que t'es vraiment passionné Merci. Par le milieu du théâtre et justement du coup est-ce que quand t'étais plus jeune, ou parce que j'imagine pas que du jour au lendemain tu t'es réveillé, en fait non, j'ai envie de faire du théâtre. Non, j'imagine que t'as eu sûrement des inspirations et des gens qui t'ont donné envie. Est-ce que t'aurais des références dans le monde du théâtre, des gens qui t'ont donné envie de faire ce métier, ou des gens que t'admires tout simplement? Ouais. Moi, j'ai jamais fait de théâtre avant. Déjà. Ouais, jamais. Là, je peux te dire, la dernière fois que je suis monté sur un plateau, c'était au primaire. Et en fait, c'était une pièce de théâtre, il y avait un aquarium. Et en fait, il y a une fille de la classe qui avait prêté l'aquarium de son aquarium. C'était une boule, les boules rondes là. Ouais. Et je me souviens que j'ai cassé cet aquarium-là. Je peux être un peu maladroit parfois. Et ça a été... Elle s'appelle Laure-Lou. Cette fille-là s'appelait Laure-Lou, je me rappelle encore. Et on l'invente pas. On la voit. Si elle entend cette interview. Et je me souviens le traumatisme que ça a été de lui casser son aquarium. Son aquarium. Et en fait, après, les inspirations... je viens d'une famille où on a été énormément au musée, au théâtre, dans les églises. On avait même un dicton, il y avait une réplique qui sortait assez souvent le mardi quand on était en voyage avec nos parents. C'était trop bien, on n'ira pas dans un musée aujourd'hui. Réponse cinglante de nos parents, ah mais ça tombe bien, il y a des églises pour aller... En fait, c'est des églises pas pour aller à la messe, mais les églises, en fait, c'est des musées à ciel ouvert. Enfin, c'est incroyable. Il y a des œuvres d'art, mais incroyables partout. Et je me souviens qu'on pouvait faire nos parents pouvaient partir sur un week-end, on faisait la traversée de la France pour aller voir un tableau ou voir... Enfin, c'était... Ah ouais. Donc, tu vois, je pense que tout ça... Il y avait cette culture de la curiosité aussi. Ouais. Il y a eu énormément cette culture-là de nous emmener...
de nous emmener au théâtre. On a fait énormément de théâtre avec les parents petits. Je me souviens même, je pense, d'un des premiers théâtres que je suis allé voir, ça s'appelait La Souris risque tout, au Cirque d'hiver à Paris. Et je crois qu'on est allé voir la pièce 2 ou 3 fois. On habitait à Lyon. Tellement on avait aimé la pièce. On avait même le CD, parce qu'à l'époque on avait le CD, on pouvait acheter les CD et on les mettait dans la voiture et je crois que je pourrais même te la chanter, mais je le ferai pas là. La musique de la chanson. Vous êtes en off, hein, je les garderai pour moi. Non, il y a eu donc, si tu veux, il y a eu tout ça qui a fait que et en termes d'inspi, moi je suis très mauvais avec les noms. Je suis pas très bon. Mais je sais que c'est le théâtre, c'est un des endroits où j'ai le plus j'ai pu pleurer. J'ai pu pleurer. J'ai emmené ma mère voir une pièce de théâtre et en fait la pièce était tellement puissante. C'était avec Arditi. Ça s'appelait. J'ai mangé le nom, mais ça va peut-être me revenir. Hyper puissant. Et puis je sais pas plus tard, je retourne au théâtre et j'ai vu ma mère mais rire à gorge déployée. Ça s'appelait Silence on tourne. C'était Patrick, je crois que c'était Patrick Hautecoeur. Incroyable, c'était hilarant, mais hilarant. Moi, ça faisait longtemps que j'avais pas rigolé comme ça aussi. Donc, si tu veux, c'est vraiment tout. Tu peux, et puis, t'as d'autres pièces beaucoup plus polémiques, ou en tout cas qui posent des questions, sans prendre parti. Donc, en fait, c'est cette richesse-là. Et voilà. Et après, des inspirations, moi, j'en ai une, c'est vraiment qui me marque à chaque fois, parce que je suis impressionné par ce qu'il fait. C'est celui qui, c'est le metteur en scène qui a mis en scène Laurence d'Arabie. J'ai mangé son nom, mais c'est incroyable. Et qui a fait Les Cavaliers, qui a fait, je crois qu'il fait quelque chose sur Cléopâtre en ce moment. D'accord. Quand je dis que je suis très mauvais avec les noms, on est en plein dedans. Et ben lui, il fait des mises en scène, mais qui sont exceptionnelles. C'est pas... je vais le retrouver son. Mais en gros, c'est incroyable d'imaginaire. C'est vraiment, t'as des choses, t'as des images. Laurence d'Arabie, mais c'était inouï ce qu'il a fait sur le plateau. Il reproduisait les Touaregs en train de, sur leur cavalier avec le vent, là, tu vois les acteurs qui sont comme ça en train de faire le c'était magique. Alors vous le voyez pas parce que c'est du podcast, mais il imite du coup le crin de cheval, je comprends. Non, c'est le pas le crin de cheval, mais c'est le chèche des Touaregs. Le chèche des Touaregs, d'accord. Qui prend le vent quand ils sont sur les chevaux. D'accord. Ils sont en train de galoper, c'est incroyable. Enfin bref, il y a une attaque sur le train. T'y es quoi. Ouais. Et il y a rien sur le plateau, c'est juste que le comédien il fait des diagonales. Il dit en fait il était tout petit, là, mais c'est incroyable, c'est vraiment magique. Alors du coup, si les gens qui nous écoutent retrouvent le nom, on ne va pas faire de recherche sur internet, on va continuer, t'inquiète pas. Éric Bouvron. Incroyable ces mises en scène. Les Cavaliers, c'était magique aussi. T'attises ma curiosité, je vais aller googliser tout ça. C'est beau ce qu'il fait. Ouais. Super, génial. Est-ce que tu peux nous raconter ta première expérience significative ? Alors, on rappelle du coup que ça fait que 5 ans que tu fais du théâtre. Ouais. Est-ce que la première expérience que tu as eue, celle qui t'a marqué, quoi, qui est celle qui t'a... J'ai une... Bon, après, le hasard ne favorise que les esprits préparés, comme on dit, mais ma première expérience significative, c'est Voyage avec un âne. Où vraiment, là, on a fait 10-15 dates dans les Cévennes, mais on a tout appris. On faisait tout. On faisait... on aidait notre Jean-Baptiste, qui était le régisseur, monteur, producteur. On l'aidait à faire le montage des plateaux, les câblages, les machins. Donc, en fait, on a tout vu. On voyait ce qui se passait. On chargeait le camion, on déchargeait le camion. Donc, là, vraiment, en termes de significatif, on était pas mal en apprentissage. Le logement, la bouffe, tout ça, on a tout appris. On a joué dans toutes les conditions. Ah ouais. Mais vraiment, je sais pas si tu vas pas le sujet, mais on a des anecdotes, mais dans tous les sens de situations cocasses. Tu vas pouvoir m'en parler on peut en parler maintenant, hein, si tu veux. Non, je te parle après. Non, t'inquiète pas, il y a aucun problème. Il n'y a pas d'ordre précis dans mes questions. Hein, mais si tu veux nous parler d'anecdotes sur ce projet, je t'en prie. Mais je te parlerai après parce que ta question, c'était expérience significative. Celle-ci, c'en est une, parce qu'on a joué sur 2 ans. Et en fait, grâce à ce projet-là, j'ai appris beaucoup de choses. La prod, la diff, le jeu.
Le jeu, les potes qui sont des copains avec qui j'ai joué se foutaient de ma gueule au début parce que je n'avais aucune expérience. Et donc, si tu veux, on avait la première version de cette pièce, on avait des conduites, mais monumentales. On était 2 comédiens en arrière, on faisait plein de personnages, et il y en a 2 qui étaient un personnage chacun. Et nous, les 2 derrière, on galopait, on avait des conduites de dingue, on avait des changements incroyables. Et moi, j'avais mis une conduite de chaque côté, mais en fait, à chaque fois que je passais derrière le portant, j'ai dit, putain, pardon, je jure. C'est pas grave, on est naturel. Je jure au micro. J'avais une liste, mais j'avais un dictionnaire j'ai dit, mince, non, je suis pas là, non, je suis là. Simplifier. Donc, au bout d'un moment, j'ai appris à simplifier, à faire confiance, à faire confiance à ma mémoire. Ce que je faisais pas trop, on va se dire, en fait, la mémoire, c'est un muscle, il faut le travailler. C'est comme du sport de haut niveau, quoi. C'est le sport des comédiens. Exactement. Et il n'y a pas que celui-ci. Oh, que non. Et après, j'ai eu une chance de dingue. Elle est venue de Rouen. Et en fait, on m'a proposé le rôle d'Octave dans Les Fourberies de Scapin. Et on a joué 70 dates. C'était incroyable. D'apprentissage, et c'est totalement différent d'une expérience comme on l'a fait dans les Cévennes pendant 2 ans, où vraiment tous les matins tu montes, tu démontes, c'est éreintant. Là, 70 dates, t'arrives, tu mets les pieds dans les chaussons, t'as ta petite loge, tout est en place, le décor en place, t'arrives, tu dis bonjour, tu prends ta petite barre céréale avant de jouer, et puis c'est parti, quoi. Donc et là t'as le temps de creuser un personnage, d'apprendre, d'appréhender. Ça a été vraiment incroyable. C'est grâce à Daniel, qui était le directeur de ce théâtre, qui est toujours le directeur de ce théâtre, qui l'a créé de toutes pièces, et qui nous a tous fait confiance, parce qu'on était plusieurs à être inexpérimentés, et qui nous a fait grandir sur ce projet avec Scapin, qui était incroyable, Guillaume, qui faisait une prestation de dingue dans Scapin. C'était à chaque fois, moi j'étais impressionné, j'ai dit waouh, ça c'est un comédien qui se donne. Il sortait de la scène du sac, mais même moi, au bout de 4 heures de tennis, je pense que je transpirais pas autant tellement il sortait rincé, et c'était plein d'imagination, et on a joué devant des gamins de 10 ans, devant des grands-parents et tout, et tout le monde était plié en 4. Même nous, on se mettait dans les coulisses là, dans les rues, pour voir sa prestation à chaque fois, tellement c'était magique, quoi. Donc, expérience significative, celle-ci. Ah oui, ça se ressent beaucoup. J'en ai une autre, j'en ai plein. Parce que alors peut-être que je vais peut-être enchaîner sur la prochaine question, parce que ça va peut-être pouvoir t'aider sur d'autres trucs. C'est que, est-ce que tu peux nommer, alors c'est pas évident parce que du coup je ne sais pas quel âge tu as, mais 37. 37, voilà. Tu fais pas partie de ces comédiens qui disent non mais moi je n'ai pas d'âge. C'est très bien. Donc à 37 ans, est-ce que tu peux nous rappeler un peu tous les différents projets dans lesquels tu as pu travailler, et peut-être lequel qui est mon bébé, ton préféré, quoi, ton bébé, ou je sais pas, voilà. Alors j'ai travaillé dans Voyage avec un âne. Expérience de dingue. Donc ça, t'avais quel âge à l'époque? Tu fais 37 moins 5, ça fait 32, tout quoi. Simplement. Enfin, même j'ai commencé à 33. Premier projet à 33. D'accord. Donc Voyage avec un âne. Après, il y a Les Fourberies de Scapin. Après, j'ai joué Fourberies de Scapin. En fait, j'ai enchaîné sur le silence des voix qui se sont tues. Où là, en fait, ça tourne encore. Tu vois, j'ai encore plein de dates cette année. Petite news en avant-première, c'est programmé au Théâtre des Mathurins à partir de septembre. Bravo. donc sacré théâtre. Voilà. Donc c'est pas mal. Le silence des voix qui se sont tues, où c'est un seul en scène. D'accord. Donc je suis tout seul sur le plateau. Il y a 338 jours là dont la générale est le 18 avril et la première le 31 mai en Normandie. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Non, il manque le mari idéal, évidemment. Évidemment, voilà. Le mari idéal, incroyable. Donc 5 gros projets en 5 ans. Voilà, c'est ça. Magnifique. C'est ça, exactement. Juste, ça c'est les projets où je suis comédien. Ouais, où t'es comédien. Où je suis comédien. Et à côté, j'ai d'autres projets où je suis producteur. Terre des Hommes, Antoine de Saint-Exupéry avec Pierre Deveau et Thierry Harcourt. Et là, j'ai 3 projets en création pour cette année.
enfin 2, non 3, et donc qui normalement devrait voir où je suis dedans aussi, dans au moins un. D'accord. C'est un autre seul en scène. Voilà, donc beaucoup de choses sur le feu. Il dit quoi ton préféré? Est-ce que tu peux Le dire ou préféré pas? pour répondre à ta question, j'en ai pas de préféré. Enfin, il y en a un si. Il y en a un, Celui c'est qui quand t'a même le plus marqué, peut-être. bah, le silence des voix qui se sont tues. C'est une histoire de dingue. C'est une rencontre avec l'autrice et metteuse en scène qui s'appelle Laurence Boeck, qui a un talent de dingue en termes de création, d'écriture, bon, il faut parfois la suivre, mais elle fait vraiment quelque chose de très beau. Et en fait, c'est une rencontre assez incroyable, deux dates où les Fourberies de Scapin ne se jouent pas, donc je rentre à Paris. Je retrouve ma nana, ma copine, à une fête, je vais le dire, à une fête paroissiale. Bah, pourquoi pas. Voilà. Et en fait, je me cale au bar. Et vraiment, j'étais épuisé, je me cale au bar. Et là, ma nana et une de ses potes, je dis, ah tiens, on est en train de discuter avec une autre dame, elle est autrice, elle a un texte, t'es producteur, je venais de créer ma société de production il y a 1 an et demi. Elles nous mettent en contact, blablabla, mais j'ai un texte sur la Seconde Guerre mondiale, super, bon bah donne-moi ton texte, je vois ce qu'on peut faire, quoi. On se rappelle, je lui dis, Laurence, ton texte il est dingue, sauf qu'il y a 10 personnages, c'est un peu chaud, là, je suis un peu sur le mari idéal en même temps, j'ai ça, donc je peux pas, il y avait Scapin qui jouait, donc on est en janvier, je peux pas créer ça pour l'objectif, c'est que ça joue pour le 80e anniversaire du débarquement, donc Ah oui. 5 mois plus tard. Ah ouais. Et je lui dis, bah, c'est pas possible. Elle dit, je dis, mais mise en scène, t'as quoi? Donc là, rôle de producteur, t'as quoi comme idée, comme mise en scène? Ah, bah, je voudrais faire ça, mais je veux pas le faire. Je dis, bon, Laurence, on va faire simple, t'as toutes les idées, tu fais la mise en scène. Elle dit, ah, bah non, j'ai pas envie et tout, mais elle me dit, ok, je fais la mise en scène que si tu joues. Je dis, mais comment ça, si tu joues? Bah, je vais réécrire le texte et puis il y aura plus qu'un seul personnage, il y aura plus qu'un seul acteur. Non. Et donc, on est parti sur ce deal-là, je dis, bah, ok, deal. Incroyable. Donc elle a refait toute son écriture. Elle a réécrit, et tiens-toi bien, le 4 juin, le 7 juin et le 8 juin 2024, je joue devant, c'était les premières, je joue devant 3 fois 10 000 personnes par soirée. Je m'étouffais. 3 fois 10 000 personnes par soirée. Donc tu vois, il y a l'histoire incroyable. Oh. Ah ouais. Donc je fais l'ouverture des commémorations, je fais la clôture des commémorations, quasiment juste avant le feu d'artifice de finale du 80e anniversaire du débarquement. Ah ouais. Et une date au milieu. Incroyable. Et c'est incroyable, et ça c'est grâce à nos partenaires, à Laurence, aux artistes avec qui on a bossé. On a des partenaires incroyables qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont fait confiance, et j'en profite pour les remercier. Ouais, t'as bien raison. Voilà. Si tu veux balancer les noms, tu peux. Ouais, bah, je peux les donner. Hein. C'est Brice Robert qui est passionné de la Seconde Guerre mondiale. C'est la ville de Sainte-Mère-Église qui nous a fait confiance en nous mettant juste avant Band of Brothers, toute l'équipe de la série culte Band of Brothers de Tom Hanks. Donc j'ai partagé le plateau avec ces acteurs-là. Énorme. C'est comme énorme. Ça fait partie de la petite cerise sur le gâteau. On en a plein. On a Ragnar qui est un brasseur, un normand qui est incroyable. C'est une aventure de dingue aussi, ça, rouennaise. On a le ministère de l'armée qui nous de la défense, enfin bref, on a des super partenaires, quoi. Magnifique. Voilà. Est-ce que du coup, tu as parlé d'une rencontre, est-ce que tu dirais que c'est la rencontre qui a fait basculer ta carrière, ou en tout cas, ou qui t'a marqué le plus ou... Ouais, c'est sûr que aujourd'hui on travaille, on a plein de projets ensemble. Ça c'est sûr, on a des caractères très différents, vraiment très différents. Mais je pense qu'on est plutôt défonceurs. On se pose pas trop la question de comment on va faire, mais on le fait, et bah ouais, parfois c'est compliqué, on a des échecs. J'ai eu un gros échec dernièrement sur un projet avec elle. Bah, c'est pas grave, on rebondit, on trouve une solution pour que le projet aille au bout, parce que ça en vaut la chandelle, parce que le projet est magnifique humainement, parce que le projet en lui-même a du sens aussi, les projets qu'on monte, et
et donc, en fait, c'est aussi ça qui fait qu'on a envie que ces projets-là voient le jour, quoi. Bien sûr. Mais après, si tu veux, c'est assez incroyable ce qui s'est passé, c'est que tous ces projets-là sont arrivés en même temps. J'ai Sciences et Voix qui arrivait à Noël 2023. Juste avant, j'ai Guillemette Regnault qui vient me voir en me disant Christophe, j'ai une idée, je voudrais monter un mari idéal, est-ce que tu voudrais le produire et est-ce que tu voudrais jouer le mari idéal? Je dis bah ouais, est-ce que tu voudrais qu'on le monte ensemble? Je dis bah ouais, je suis chaud. Avec une super équipe de copains, Mathieu Le Guaster, Margot Vicard, Guillemette Regnault qui joue dedans. Et là maintenant on a Jean-Pierre Couturier qui est incroyable et Marie Vanost qui joue avec nous là. Et donc c'est top. Et en fait, au même moment, quasiment au mois de novembre, il y a Pierre Deveau qui vient me voir, qui me dit bah Christophe, j'ai Terre des Hommes d'Antoine de Saint-Exupéry que j'ai adapté en seul en scène. Est-ce que tu voudrais le produire avec en mettant en scène Thierry Harcourt? Je dis bah ouais, je suis chaud. Attends, je lis le texte que j'avais jamais lu. Lisez-le, c'est extraordinaire comme bouquin. Je le dis, moi, j'ose le dire. J'ai jamais compris Le Petit Prince. c'est pas quelque chose qui me parle. Mais Terre des Hommes m'est parvenu mais pleinement. Ah ouais. Et c'est incroyable comme texte. Et en fait, Pierre a trouvé cette magnifique comparaison. Il dit, je sais pas si c'est lui, mais en tout cas il le dit souvent. C'est Terre des Hommes, c'est Le Petit Prince pour les grands. C'est le même propos. D'accord. Et bon, apparemment, je suis grand maintenant, parce que j'ai compris le Terre des Hommes, quand j'ai pas compris Le Petit Prince. Voilà. Ah, c'est excellent. Donc, j'ai pas de projet préféré, tu vois, c'est toutes des histoires incroyables. Ouais, c'est toutes des rencontres incroyables, c'est un travail monumental derrière. Monumental. Mais ça en vaut le coup. Trop bien. Est-ce que du coup, tu as voulu commencer avec une anecdote tout à l'heure? Est-ce que du coup, tu veux nous raconter une anecdote particulière qui s'est passée sur ou en dehors de scène? T'en auras plusieurs. Hein, ouais, j'en ai plein. Celle qui te fait encore rire maintenant. Celle qui me fait encore rire aujourd'hui, vraiment, il y en a une c'est dans les Cévennes. On a vécu des trucs tellement de dingues là-bas. Mais vraiment, on jouait en extérieur, en intérieur, et puis c'est des conditions climatiques qui peuvent être très chaudes en termes de chaleur, mais du coup proportionnellement très violentes en termes de pluie et d'orage. Il y a une fois, on joue dans un hangar, dans une salle communale plutôt, et donc j'avais le rôle de prod et de diffuseur, donc j'avais un peu la triple casquette. Et en fait, coup de tonnerre pendant la pièce, plus de courant. Et là, on a personne de l'établissement de la commune pour nous aider à rallumer le truc, qui nous avait un peu indiqué. Et en fait, j'avais gardé les clés sur scène. Ah ouais. Donc le régisseur pouvait rien faire. Oups. Et donc, du coup, le régisseur vient me voir, me dit Christophe, tu peux me donner les clés? En pleine de... Ah bah ouais, mais de toute façon, la pièce était coupée, on n'avait plus de lumière. Ah ouais, du coup, Et on n'a jamais réussi à trouver le générateur et le truc qui permettait de rallumer la salle. Ce qui fait qu'on a réussi à rallumer juste des néons. Donc on n'avait plus de lumière, on n'avait plus rien. Ok. On a terminé la pièce avec les néons, c'était blafard. Wow. Mais on a eu des applaudissements de dingue à l'arrivée parce que le public est resté. Et c'est ce qui fait la magie du théâtre par rapport au cinéma, je trouve, parfois aujourd'hui. C'est qu'on a fait... on était hyper content que le public soit resté et le public était hyper content qu'on ait fini la performance. Et il y avait une joie partagée, quoi. C'était assez dingue. Donc, tu vois, et la même tournée, on joue... Vraiment, on était scotchés sur les téléphones à regarder la météo. On dit ouais, ça va passer, ça va pas passer, ça va passer. On savait qu'il y avait un énorme orage qui arrivait. On joue quand même au sommet des Cévennes. Enfin, c'est grandiose. Ouais. Les Cévennes, je sais pas si tu connais. Ouais, mais c'est exceptionnel, les Cévennes. Ouais. C'est vraiment une des plus belles régions de France. Bref. Et en fait, on joue. On décide de jouer. Et au milieu de la pièce, l'orage arrive un peu plus tôt près. Et là, il y a le vent qui se lève et on a deux portants qui sont pas fixés au sol. Et en fait, avec des rideaux qui sont accrochés qui faisaient un peu théâtre et tout. Et on mettait les costumes dessous dessus. Et en fait, il y a une prise au vent énorme. Et donc là, on voit tous les trucs qui commencent à partir pendant la pièce. Et donc nous, les deux rigolos derrière, les deux personnages qui interprétaient plein d'autres personnages sévenols. Et en fait, on se retrouve à s'accrocher aux portants pour les tenir. On voit les chapeaux qui s'envolent. C'était la catastrophe. On a fini la pièce et en fait, 10 minutes après, il s'est mis à pleuvoir des trompes d'eau. Tu vois, donc c'est... Oh là là c'est des là trucs là. comme ça, quoi. Effectivement. Non, mais ça, c'est génial. Ouais. C'est génial.
C'est des choses que tu vis pas forcément. C'était du théâtre en plein air, du coup. C'était du théâtre de tréteau, hein, Ah c'est ouais, exactement ça. Parce qu'on n'avait pas de tréteau, on jouait là où on se posait sur les pavés, quoi. C'est génial. Mais ouais, c'est hyper intimidant, c'est hyper enrichissant, c'est très différent quand tu joues de 30 dates dans un théâtre. Ah oui, bien sûr. Après, dans 30 dates dans un théâtre, tu as les trucs, tu vis des choses aussi. Ouais, bien sûr. Mais c'est moins intense. Mais tu reviens à la base du théâtre, c'est-à-dire que Molière faisait ça. Ouais, il a fait ça. Là, il s'installait dans la rue ou dans un parc, ou un truc, et puis c'était ça, quoi. C'était. C'est aussi pour ça que je fais de la diff, hein. C'est parce que c'est une richesse pour Paris d'avoir autant de théâtre, mais je pense qu'il y en a trop. Ce qui fait que c'est difficile pour les comédiens de vivre à Paris. Et je suis convaincu qu'en région, il y a des opportunités de dingue à qui veut monter des projets. Je connais des gens, je connais quelqu'un à Lyon qui monte des projets incroyables, et il a bien raison de faire ça, quoi. Oui, tellement. Ouais. Donc voilà, deux anecdotes. Enfin, si on croit, il y en a forcément d'autres. Hein, mais... Voilà, si tu penses à d'autres, n'hésite pas, tu fais-nous plaisir avec toutes ces histoires. C'est incroyable, en tout cas. C'est le premier invité qui me parle de ce type de représentation en plein air, avec justement les problèmes de météo, les problèmes de... Et c'est hyper intéressant on a fait des répètes, de parler de ce type de théâtre. Alors que moi, c'est un théâtre que j'aime beaucoup, parce que c'est vraiment la base. C'est-à-dire que tu pars avec ta roulotte, et tu vois ce que je veux dire, c'est un peu l'image qu'on a, vraiment le côté très ancien du théâtre, avec Molière et compagnie. Et c'est quelque chose que j'adorerais vivre, moi, perso. J'accompagne, je diffuse une pièce de théâtre, enfin une compagnie qui fait que du théâtre de tréteau, qui s'appelle Les Allumeurs de Réverbère. Et ils ont des projets magnifiques, c'est Les Femmes Savantes de Molière. C'est incroyable ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un travail sur le texte, ils sont allés chercher le texte originel de Molière, et ils le disent, pour l'avoir vu et entendu, ils le disent comme si on était en train de se parler là. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est magnifique. Ils ont fait un super boulot avec Charles Di Meglio, qui est le metteur en scène. D'accord. Et ils jouent au festival Sainte-Périne dans le 16e le 15 juin, si je dis pas de bêtises. Allez voir ce bijou, c'est exceptionnel. Et ils vont être programmés, a priori, si je dis pas de bêtises, en juillet et août à Paris. Exceptionnellement, ils vont faire ça en intérieur, en plus de leur tournée estivale. Et ils ont le bal des voleurs d'Anouilh, qui est un bijou aussi. C'est plus du jeune public, mais ils ont des costumes magnifiques. Enfin, et c'est vraiment la base du théâtre de Molière, effectivement. J'adore. Alors justement, avec tous ces beaux projets dans lesquels tu as travaillé, et qu'est-ce que tu préfères vraiment entre... Parce qu'on le rappelle, plusieurs métiers, plusieurs casquettes, mais en tant que comédien, est-ce que tu préfères la création, les répétitions, les représentations et les tournées? Qu'est-ce que tu préfères entre ces quatre Moi, je trouve que les tournées, c'est éreintant. C'est pas ce que je préfère. C'est vraiment crevant. Mais c'est peut-être parce que je fais tout. Enfin, je fais beaucoup de choses dans les projets que j'accompagne. Je suis prod, je suis diff, et en plus dans les projets où je produis à 100%, et je joue, en fait, je fais la logistique et tout. Et ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, et donc le comédien, il arrive un peu fatigué. Mais c'est d'une intensité inouïe. J'ai dit à des proches, c'est la première fois de ma vie que je bosse 7 jours sur 7, et j'en suis ravi, quoi. Parce que c'est toujours là. Aujourd'hui, je ralentis parce qu'on m'a dit que c'était pas très bon. Et effectivement, c'est pas très bon. Faut faire attention. Et c'est vraiment un conseil, ça, que j'ai appris. Et vraiment, je l'ai appris au foyer, on me disait, et puis j'ai dit, c'est un sacerdoce, le théâtre. Et moi, aujourd'hui, je dis plutôt que c'est un marathon, parce que ça me parle plus, parce que j'ai essayé sur ce genre de choses. Et en fait, si tu veux le finir, le marathon, il faut prendre le temps de prendre le temps. C'est beau. C'est joliment dit. Et là, je suis en train de digresser et j'ai oublié ta question. Il n'y a aucun problème. Je disais, est-ce que tu as une préférence entre la création, la répétition, les représentations et les tournées? Les répétitions, j'aime beaucoup parce que c'est plein de vrais échanges de plein d'esprits créatifs. Et en fait, on a tous un esprit créatif, et tout le monde a le droit à un moment donné de... Et en tout cas, c'est comme ça que je conçois, c'est que ça doit être à un moment donné un vrai échange entre la vision du metteur en scène et le ressenti du comédien sur le plateau.
Totalement d'accord. Qui dit, bah, le metteur en scène, il dit, bah, moi, je veux que tu fasses ça. Tu dis, bah, moi, non, je le sens pas. En fait, énergie, il y a des questions d'énergie. Je sens pas ce mouvement-là, je comprends pas quand je le dis. Moi, mon corps, il me dit, bah, va plutôt à droite, va plutôt à jardin. Alors que le metteur en scène te dit, à la cour. Je dis, bah, discutons-en. Je dis, mais parce que. Et là, tu commences à avoir un échange sur le texte, sur le propos. Et en fait, si tout le monde est de bonne intelligence et de bonne composition, et bah, t'arrives à trouver, pas un compromis, mais quelque chose qui prend sens. Et qui emmène pas, et qui peut surprendre tout le monde. C'est vrai. Et bon, après, à un moment donné, il faut quand même qu'il y ait un chef qui dise, c'est ça. Oui, et en même temps, t'as des chefs qui peuvent donner un peu de souplesse. Ouais, c'est ça. Non, non, mais C'est même appréciable en tant que comédien de recevoir cette possibilité de t'exprimer en disant bah moi j'accroche sur telle réplique ou vraiment je trouve que je suis pas à l'aise avec tel geste ou tel truc, bah faut le dire. C'est-à-dire que voilà, moi j'ai du mal avec les auteurs metteurs en scène qui sont très figés. Qui veulent pas qu'on touche au texte, qui veulent pas que. Mais parfois, moi, ça me bloque. Et en tant que comédien, je fais des trucs et en fait, mon cerveau, il bug et il dit, mais non, tu fais un truc, mais ça n'a aucun sens, en fait. Et il arrive pas à mettre un. Enfin, j'arrive pas. C'est pas il, c'est moi, j'arrive pas à mettre un sens sur ce qu'il veut me faire faire. Et donc, ça peut moi, je pense que ça peut bloquer un comédien, effectivement. Évidemment. Donc, création et la diffusion, bah, c'est pas le plus fun. Hein. Faut être transparent, c'est pas le plus fun. Hein, c'est. Ah oui, évidemment. Te caler derrière ton ordi à passer 40 appels en 3 heures, c'est pas ce qu'il y a de plus drôle. C'est sûr, c'est pas très passionnel. Non. Mais en fait, il n'y a pas un seul métier où il n'y a pas des trucs ingrates. Et bah ça, la diffusion, c'est un peu pénible. Moi, ça me dérange pas parce que je pense avoir des facilités pour discuter. Mais et en plus, avec le passif que j'ai, peut-être que j'arrive à le faire différemment. Ouais, bah oui, bien sûr. À le rendre plus fun, quoi. Ton ancien métier fait que ça t'a vachement aidé à. Ouais. Ouais, ça c'est clair. Ça s'entend. Ouais, bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec qui tu rêverais de travailler un jour? Je me demandais si tu avais posé la question parce que j'y réfléchissais. Et en fait, j'ai pas de. Mais et vraiment, je vais revenir à Éric Bouvron. Ouais. Parce que je trouve que ce qu'il fait, c'est magnifique. C'est vraiment hyper beau. Ce qu'il fait, tout est beau dans. T'aimerais bien travailler avec lui? Ouais, il fait vraiment des mises en scène. C'est grandiose ce qu'il fait, je trouve. Ça, je peux te dire, je suis allé le voir au Théâtre 14, c'était le Théâtre 14 si je dis pas de bêtises, là, Porte d'Italie. Hein. C'est là que j'ai vu Laurence d'Arabie, mais j'étais scotché par le. J'avais l'impression d'être au ciné, quoi. T'as tout qui est sur le plateau, c'est un. Puis après, j'ai vu Les Cavaliers dans les Alpes, là. Et pareil, j'ai dit, waouh, mais c'est trop beau. T'as un seul musicien sur le plateau avec son petit truc électronique, là, je sais pas comment ça s'appelle. Il fait tous les sons, là-dessus. Et c'est Les Cavaliers de Kessel qui l'a mis en scène, là. C'est magique. J'ai hâte de voir Cléopâtre, du coup. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais c'est bientôt qu'il est. Ou si c'est pas déjà sorti. Incroyable. Ouais, Eric Bouvron, moi, ça me parle. En fait, c'est du théâtre qui me parle, en tout cas. Mais on sait jamais, peut-être qu'il entendra. Isabelle Carré aussi, tu vois, Isabelle Carré. Ouais, c'est un de mes coups de cœur, Isabelle Carré aussi. Hein. Je l'ai vu, justement, ça plaît. La première fois que je l'ai vue, elle m'a scotché, la pièce s'appelait Baby. Ok. Et c'était magnifique. C'était vraiment superbe comme pièce. C'était à l'époque de mémoire de tout le débat sur PMA, GPA, tout ça. Et en fait, c'était assez incroyable parce qu'ils abordaient tous les sujets sans prendre parti. Donc, il y avait tous les points de vue. Il y avait ceux qui voulaient avoir le bébé, ceux qui prêtaient le corps, il y avait les pères des deux côtés qui avaient l'argent pour pouvoir se payer ça parce que ça coûte quand même une fortune de faire ça. Et t'avais au milieu toute l'industrie parce que c'est aussi une industrie et qui est un peu, j'allais dire reverse, mais qui est un peu à double facette où il faut arriver à vendre des deux côtés, quoi. Et en fait, il n'y avait pas de prise de parti et tu ressors de ça, tu dis, bah, en fait, ok, effectivement, c'est tout ça, ce sujet. Et donc, c'était magnifique. Et après, le décor était sublime. Je suis encore te le faire. T'avais une caravane d'un côté, t'avais la maison des. Enfin, c'était magnifique. Il y avait José Garcia dedans aussi. Il y avait une distribution. Vraiment, en plus, j'avais trouvé ça hallucinant, vu le sujet qui est quand même touchy. T'avais une distribution, mais vraiment de dingue. Et je l'ai revu dans la Serva Amorosa, là, Isabelle Carré. Incroyable. Magnifique. Là, la mise en scène de Goldoni, là, c'était grandiose. Magnifique. Donc, Isabelle Carré, si c'est en tant que femme. Et metteur en scène, Éric Bouvron. Magnifique.
Trop bien. Est-ce qu'il y a un théâtre dans lequel tu adorerais pouvoir jouer un jour? Dans tes rêves les plus fous. Hein. Dans mes rêves les plus fous. Ouais. Bah, on a failli avoir une lecture au gymnase. Ah. Mais dans le grand gymnase. Dans le grand. Pour le mari idéal. Wow. Et quand j'avais discuté avec le programmateur, il m'avait fait monter sur le plateau du gymnase. C'est incroyable. Ouais, j'avoue. C'est incroyable. T'as genre 5 étages de grade. Enfin, c'est... Ouais, c'est fou. En fait, il y a deux... C'est là que tu dis, ok, il y a la... C'est pas des ligues dans le foot, comme dans le foot, mais t'as les théâtres privés où on joue tous dans des salles, grosso modo, entre, j'allais dire, 100 et 300 places, 400 places. Et en fait, à un moment donné, il y a un gap que tu peux passer si t'arrives dans les bons projets. Et là, tu joues dans les salles qui font 400, 600, 1000 places. Et vraiment, c'est très, très différent comme plateau. Ouais, j'avoue. Ouais. Ouais, c'est une autre ambiance. Et puis, ouais, c'est une autre ambiance. Ouais. Un rire se multiplie par 400, 800, 1000. C'est... Ouais. Les Bouffes du Nord. Bouffes du Nord, incroyable ce théâtre. Magnifique aussi. Magnifique. Ouais. Tu rentres dedans, c'est déjà un spectacle en fait. J'avoue. C'est vrai. Ouais, Bouffes du Nord, magnifique ce théâtre-là. Et en plus, tu en as parlé tout à l'heure, mais il y a un beau théâtre dans lequel tu vas. Les Mathurins? Ben oui, les Mathurins. Incroyable. Mais je vais jouer dans le studio. C'est déjà mais ça. C'est déjà énorme. T'as un pied dans le théâtre. Où Lucchini joue en ce moment. Donc quand même. Rien que ça. Ouais, les Mathurins, à partir de septembre, tous les lundis à 19h. Incroyable, avec mon seul en scène, où je vais interpréter, que je joue depuis l'année dernière et qui marche très bien. Et où j'interprète De Gaulle, Eisenhower, un parachutiste, un résistant, et un nouveau personnage qui arrive en septembre, c'est Rommel, où en fait on raconte la libération de la France et de l'Europe à travers les yeux de ces personnages-là. C'est incroyable. Rappelle le nom de... Le silence des voix qui se sont tues. Vous pouvez aller taper le silencedesvoix.com et vous tombez sur le site internet. Impeccable. Voilà. Magnifique. J'ai hâte de voir ça. Déjà parce que les Mathurins, c'est quand même un jeu c'est théâtre, pas mal, même si c'est le studio, mais quand même, c'est quand même assez prestigieux. Ouais, c'est hyper prestigieux voilà. Et c'est génial. Après, le studio, il est pas très haut de plafond, donc c'est un peu... J'ai un peu des inquiétudes sur ça. Un peu, ouais, c'est très intime, donc ça va donner quelque chose de très différent des trucs un peu grands qu'on a fait jusqu'à présent, mais je pense que ça peut se défendre et très bien. Ouais. Tellement. Est-ce que il y a un rôle que tu aimerais bien qu'on te propose un jour? J'en sais rien. Ouais. Ah ouais, non, j'en sais rien. Tu préférais le créer toi-même? Je me suis jamais posé la question. Ouais. Tu t'es jamais dit, tiens, j'ai envie d'écrire et de créer un personnage? En vrai, je crois que dans une interview, t'as parlé de Cyrano. Ouais, bien sûr. C'est quand même un rôle extraordinaire. C'est The Role, quoi. Ouais, c'est un rôle extraordinaire, ça. C'est vraiment... Et c'est vrai que ça, c'est des super rôles. Ces pièces de cap et d'épée, il y a vraiment quelque chose de fou. Ouais, plus des pièces de cette époque-là. Moi, j'adore les pièces où il y a des vrais costumes. Ah bah ouais, venez voir un mari idéal, on a des vrais costumes faits par Claire Jacob, qui a fait un travail superbe. On a tous les hommes, on est vraiment dans des costumes magnifiques, mais alors les robes des femmes, elles sont... J'adore dans le théâtre quand il y a des vrais costumes. Tu vois. Ouais. C'est ça la beauté du théâtre, tu vois, avec du beau velours, du beau... Tu as des beaux tissus, des beaux... C'est tellement... Ça fait partie de la pièce, quoi. Ça se perd un peu. Et pourtant, c'est tellement beau. Ouais. Ça contribue à la beauté. Tu vois, le mari idéal, on a constaté ça l'année dernière. Les gens rentraient, les spectateurs rentraient dans la salle, et le premier mot qu'on a souvent, on entendait ça, « c'est beau ». Parce qu'on a un beau tapis, on a des beaux fauteuils, on a un vrai décor. Et il y a souvent il y a une des personnages qui rentre, qui a un costume qui est superbe, et on entend souvent des réactions, ça va très bien avec la personnage, parce qu'on a vraiment fait ce travail-là, de réflexion avec la metteuse en scène et
et la costumière Claire Jacob Mhm. de mettre des couleurs qui correspondaient aux personnalités des personnages. Génial. Et ça marche très très bien. Trop bien. Alors, on en parlera tout à l'heure parce que du coup, on va faire de la promotion sur les différentes pièces dans lesquelles tu vas jouer. Mais du coup, j'ai hâte que tu nous racontes tout ça en détail. Tout à l'heure, toi, tu as initié une réponse d'une potentielle question. Et justement, je voudrais rebondir sur ça. C'est est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire le même métier que toi? Alors, on rappelle du coup les différents métiers. Donc, du coup, vous êtes en tant que comédien. Donc, tu peux être un... C'est du travail Ouais. et c'est de la régularité. C'est, pour moi, c'est très dur. Enfin, je trouve que c'est vraiment. Mais c'est du travail. Mm. C'est du travail, c'est de la curiosité pour aller voir ce que les autres font, comment ils le font, pour s'inspirer en fait aussi, tout simplement, et se nourrir de ce qui nous entoure. Mm. C'est de l'observation de ton entourage. Euh, mais, mais, mais c'est très difficile. Comme tous les C'est métiers, mais hyper c'est dur. un métier qui est très dur. Ouais, c'est du sport de haut niveau. Hein. C'est vraiment, de plus en plus, je compare ça au sport de haut niveau. Quoi. Il y a de quoi, Il faut de la régularité. Quoi. bien sûr. En tant que producteur, pour continuer ta question. Je t'en prie, continue. Non, c'est du travail aussi. Ouais, c'est vraiment. Et Il y a beaucoup de passion aussi. Parce que beaucoup de passion, ouais, ouais. Mais et tu vois, ouais, c'est beaucoup de passion. Et la diffusion aussi. Mais de toute façon, ça, c'est la diffusion, je le fais parce que c'est lié. bah, c'est lié en fait. Si tu veux, je suis parti de rien là-dedans, dans ce milieu-là. Je connaissais personne hein, dans le milieu du théâtre. Je connais pas grand monde encore, mais ça commence à se développer. Et la diffusion, bah, en fait, si tu veux pouvoir jouer, bah, il faut te créer tes opportunités. Et pour te créer tes opportunités, bah, faut appeler les théâtres, tout simplement. Exactement. Donc, t'as pas le choix. Bah oui. Au moment, faut le faire, quoi. Bah, bien sûr. Et donc, je l'ai fait très tôt. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est une de mes forces, ce truc-là. Mm. Mais après, je vais reprendre un. Et je sais pas si je vais bien la reprendre, cette citation d'une de mes grandes tantes, qu'elle avait pris, je crois que c'est Napoléon, si je dis pas de bêtises. Et c'est s'ils avaient su, ils ne l'auraient pas fait. Mm. C'est Napoléon qui a dit ça, je me rappelle. Je crois que j'ai vraiment à prendre Ouais. avec des pincettes. D'accord. Mais À je vérifier. sais elle a commencé un texte avec ça et ça m'a toujours marqué. Ça veut dire, bah, te pose pas de questions, quoi. Bah oui, ouais, fonce. Vas-y, puis si tu te plantes, bah tu te plantes et puis tu feras autre chose. Bah, Si ça marche tout à pas. fait. En parlant, Tu vas perdre des plumes, quoi, mais c'est pas grave, tu vas pas mourir. Ouais, c'est clair. Je dis ça aujourd'hui, Ouais. mais il y a 5 ans, enfin il y a 10 ans, j'aurais jamais fait ça, quoi. Mais justement, C'est alors. vraiment difficile, c'est vraiment difficile. Ah oui, non, mais bien sûr. Est-ce que justement, quand tu as commencé ta carrière artistique, est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais voulu entendre? Il y a quelqu'un du métier Ouais, ou pas, ou j'en sais rien, mais ouais. qu'est-ce que tu aurais M'éveiller, préféré? oui, oui. Prends tout ce qu'il y a à apprendre Mm. dans ta formation, mais tout. Moi, la formation, j'ai commencé, et la première année, j'étais un peu mou, j'étais un peu timide, je voyais tous ces gars monter, qui se battaient pour monter sur scène, et on se battait pour monter sur scène. Et j'ai dit, putain, c'est un peu des acharnés quand même. Mm. Et en fait, avec du recul, l'année d'après, j'ai fait la même chose mais puissance 10. Et j'avais trop de scènes. Et en fait, je suis dégoûté parce que j'ai pas pu défendre certaines de mes scènes à la fin de l'année. Mais c'était un mal pour un bien, c'est parce que j'avais cette tournée du mari idéal, pas de voyage à Canaan qui commençait. Et on avait un autre projet, c'était l'île au trésor qui s'est arrêté, mais qu'on a joué dans la Sambre, dans le nord de la France. Et ouais, c'est prendre tout ce qu'il y a à apprendre de ceux qui ont de l'expérience. Mm. Mais c'est pas dans le sens voler, c'est dans le sens les écouter, Ouais, bien sûr. s'inspirer d'eux, quoi. Bien sûr. Voilà. C'est un joli conseil. Est-ce que tu as d'autres passions à part le théâtre? Parce que tu as l'air tellement passionné par ce métier. Est-ce que tu as le temps d'avoir une autre passion déjà? Et si oui, laquelle? Euh, j'ai- ouais, non, je faisais énormément de sport, mais genre beaucoup. Mhm. J'ai fait beaucoup de tennis. J'ai fait plein de sports aussi. On a eu la chance d'être éduqué là-dedans, dans le sport, de poussé à faire plein de choses.
Et ouais, mais aujourd'hui, j'en fais plus du tout assez. Ça fait 3 ans que j'essaie de m'inscrire dans un club de tennis à côté de chez moi. Mais en fait, les places sont tellement chères à Paris pas chères financièrement, mais bon, ça l'est déjà un peu, mais chères en termes de place, tout simplement pour s'y inscrire, que j'ai raté le coche à chaque fois. J'arrive pas à m'inscrire. Donc, je fais de l'escalade à côté, mais c'est pas une passion, je fais voilà. Et après, de plus en plus, j'aime bien voir les copains. Ce que j'ai beaucoup oublié de faire. C'est bien ça. T'as bien raison. Et c'est important, ouais. Faire le monde avec les amis, c'est. Ouais. C'est décompresser. Bien sûr, évidemment. Et c'est vraiment. Ouais, j'essaie de partager ça avec certains comédiens que j'accompagne et je leur dis, mais il faut que tu te poses. Parce que tu vas péter en vol. Ce qui moi, aurait pu. Et moi, ouais, on m'a dit plusieurs fois. Bah, Cricri, on ne voit plus parce que tu bosses. Et c'est un des comédiens que j'accompagne qui m'a dit qu'il faut faire attention au théâtre. Parce que le théâtre est un art qui dévore. Et c'est vrai. C'est vrai ça. Et c'est vrai. Et il faut arriver à s'en prémunir. Mais c'est comme tout travail, il faut faire attention à. Faut savoir s'en détacher aussi. Ouais, il faut savoir prendre de la hauteur en disant, oh, c'est pas grave, je prendrai plus tard, quoi. Exactement. Est-ce que t'as un rituel que tu fais avant de monter sur scène? Je l'ai pas encore trouvé. C'est vrai? Non, j'ai été dans un collectif de cinéma jusqu'en début d'année. Et j'aurais adoré continuer ce collectif, mais j'ai dû faire des choix. J'espère pouvoir y revenir plus tard, mais parce que le cinéma m'attire aussi. Mais je voudrais d'abord structurer correctement mon affaire là. Et en fait, c'est Nicolas Koreski avec qui je travaille. Vraiment, j'ai adoré travailler avec lui. Qui m'a dit que moi, il fallait que je me pose avant. Il fallait que je fasse comme si j'allais m'endormir. Pour oublier tout le quotidien, toutes les affaires et me mettre sur mon perso. Et en fait, de plus en plus, j'essaye de le faire je ferme les yeux simplement. En fait, c'est dingue, mais parce que je dors énormément. Vraiment beaucoup. Enfin, je fais beaucoup de siestes. Et c'est vrai que les siestes me calment beaucoup. Et je pense que je suis en train de me trouver là-dedans. Me poser. Et j'aime pas du tout, et j'ai un autre truc que je rencontre, c'est que j'aime pas du tout ne pas savoir où sont mes affaires. Ah, ok. Donc tu peux aller voir ma loge, je pense que tout est pas rangé au millimètre, mais je sais exactement... Ah, il y a un côté très maniaque. Ouais, mais j'ai un sac à dos, j'ai toujours un sac à dos avec plein de trucs dedans. Et le premier truc que je fais en ressortant du plateau, et si je trouve pas ces trucs-là, je dis putain, où est-ce que c'est passé? Ma montre, mes petits trucs, et en fait ça peut me rendre fou tant que je les trouve pas. Ah. Ouais, parce que je sais que je les ai rangés avant. Il est là ton rituel. il y a un peu ça. J'aime bien que ça vient peut-être de la cuisine. Je me souviens de mes parents, quand ils cuisinaient, ils faisaient en sorte qu'après avoir cuisiné, avant qu'on aille dîner, tout le plan de travail soit clean. Ah. Et nous, à mon avis, les chiens font pas les chats. On arrive bientôt à la fin de cet épisode, mais du coup, est-ce que tu peux nous raconter enfin, du coup, ton actualité, les dates, les noms des pièces, dis-nous tout. Et écoute, ouais, j'en ai plusieurs, en effet, dans lesquelles je joue. Je vais commencer par celle-ci. Il y a un mari idéal qui se joue depuis le 4 avril et qui se joue jusqu'au 17 mai, le vendredi soir et le samedi soir à 19h30 au Théâtre Clavel. C'est la 2e saison qu'on vient parce que ça a cartonné l'année dernière. Et puis en fait, c'est en tournée aussi par ailleurs. J'ai Le silence des voix qui se sont tues qui tourne en France actuellement et qui sera programmé au Théâtre des Mathurins à compter de septembre à 19h le lundi. J'ai 338 jours, qui est la nouvelle pièce en création qui va tourner en France, qui est sur l'histoire de la libération des camps à travers les yeux de déportés, d'un Allemand et des photoreporters qui ont couvert les événements, dont Lee Miller. Donc on raconte cette épopée de ces photoreporters qui ont couvert ces événements tragiques.
La pièce est vraiment magnifique, c'est un mélange de musique, d'images, enfin, c'est hyper puissant. Et puis j'ai Terre des Hommes qui est actuellement programmé au Théâtre de la Flèche jusque fin avril. Enfin là il reste 3 dates, le 12 avril, le 19 avril et le 26 avril, avant d'aller à Avignon au Théâtre des 3S. Ensuite, j'ai une pièce que j'accompagne qui est les filles d'Ariane, Filles d'Ariane, qui sera programmée également à Avignon. Et puis il y a une autre pièce que j'accompagne qui est c'est le Bal des voleurs, que je dise pas de bêtises, qui sera programmé, on l'espère, tout l'été au Théâtre de Funambule cet été, et qui commence le 15 juin au festival Sainte-Périne. Allez voir ça, c'est extraordinaire, surtout si vous avez des enfants. Génial. Trop bien. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Et est-ce que du coup, avec tout ça, est-ce que tu as des projets à venir? Ouais. Mais je peux pas trop en dire. Ah, tu peux pas trop? Ouais. Non. Est-ce qu'il y a des choses que tu peux un peu dire? Ouais, ça sera programmé. En fait, c'est tout programmé d'ici la fin de l'année. C'est dans un théâtre avec qui je travaille beaucoup à Levallois. C'est une pièce sur le handicap, avec Thierry Arcaud encore aux manettes. Sarah, Jean-Nicolas et Rebecca qui seront comédiens, et c'est aussi sur la cécité, des comédiens, enfin des personnages qui deviennent aveugles, un personnage qui devient aveugle et une aveugle, et enfin voilà, c'est superbe comme pièce. C'est une des pièces qui m'a fait aimer le théâtre au passage, donc je suis très content d'accompagner ce projet-là. Il y a une pièce sur le milieu de la montagne que j'affectionne tout particulièrement parce que j'ai grandi pas dans les Alpes mais presque. Et il y a une troisième pièce, c'est sur une sainte, et c'est très cocasse, et c'est un texte qui a été écrit par quelqu'un qui est dans une famille dont on parle, et enfin c'est une autrice actuelle qui a dans sa famille une sainte, et tout le monde parle de cette sainte, mais elle dit mais moi elle est pas du tout catho, elle, et elle veut comprendre qui était-elle en réalité pour savoir d'où elle vient, quoi. Et c'est hyper drôle. Trop bien. C'est hyper drôle. Trop bien. Voilà. Écoute, merci beaucoup Christophe d'être venu et de nous avoir raconté ton histoire passionnante avec le théâtre, ton histoire qui, on le rappelle, est quand même assez récente, 5 ans, ouais. Et on a l'impression en même temps que tu as fait ça toute ta vie. Comme quoi, tu vois, l'éducation que tu as eue t'a ouvert à cette carrière qui est en tout cas bondissante pour toi. Et je te souhaite toute la merde qu'on peut donner pour ces différents projets. Voilà. Et j'ai hâte de venir te voir, que ce soit seul en scène ou dans les troupes dans lesquelles tu joues, et même dans les spectacles que tu vas diffuser. Et du coup, voilà, j'ai vraiment hâte de voir tout ça. Avec joie. Vraiment, avec grand plaisir. Et voilà, et je te dis à très très bientôt. Merci encore d'être venu. Merci infiniment, et j'espère que ton podcast vivra. Écoute. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode des Théâtreux. Si vous souhaitez participer ou tout simplement me contacter, n'hésitez pas à m'écrire sur ma page Instagram à les.théâtreux.podcast. Profitez-en pour commenter, noter ou en parler autour de vous. J'aurai le plaisir de vous retrouver pour un prochain épisode dans 15 jours. D'ici là, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez au théâtre. À très vite.